les personnages et leurs interprètes. Claire, la mère, Estelle, Andrea. Martin, le père, Oscar, Clark. Lisa, l'urgentiste, Christine, la médecin, Julie, l'avocate, Sarah, Bloch. Et pour cette version pupitre, création musicale, Oscar. Chœur, Katharina, Marie-Claude, Hélène et Louise. Fragment 1. L'annonce Claire. Jeudi matin. Elle pousse la porte de la bibliothèque. Elle dépose son sac à main sur son bureau. Son téléphone portable sonne. Elle décroche. Un homme lui demande s'il parle bien à Claire Mevart. Elle dit oui. L'homme lui demande de confirmer que son conjoint est bien Martin Deneyer. Elle dit oui. L'homme lui demande de confirmer que son fils s'appelle bien Sacha Deneyer. Elle dit oui. L'homme lui annonce que Martin et Sacha ont eu un grave accident de voiture. Elle se demande ce que veut dire grave. L'homme l'informe qu'ils ont été transférés aux urgences. Lui demande si elle peut se rendre à l'hôpital. Lui recommande d'être prudente sur la route et lui dit que sa famille est prise en charge. Elle se demande ce que veut dire famille. Elle inspire et expire lentement. Elle empoigne son sac à main, quitte la bibliothèque, entre dans sa voiture, tourne la clé dans le contact. Elle ne sait pas où elle va. Elle se demande si l'homme lui a donné le nom de l'hôpital. Elle rappelle le numéro. L'homme lui donne l'adresse exacte. Elle l'encode dans son GPS. Démarre. Court jusqu'à l'entrée des urgences. La dame de l'accueil lui dit que M. Deneyer est au bloc opératoire. Ses jours ne sont pas en danger. Sacha Deneyer, lui, est en réanimation. Elle se demande ce que veut dire réanimation. Un homme en tenue blanche arrive dans le couloir. Il lui demande si elle est la maman de Sacha Deneyer. Elle dit oui. Il l'emmène dans une petite salle, à l'écart, ferme la porte derrière elle, propose de s'asseoir, précise l'état général de Sacha et Martin à leur arrivée, détaille les soins qu'ils ont prodigués. Il conclut. Nous avons fait notre possible, mais Sacha n'a pas repris son souffle. Elle ne dit rien. Elle se demande ce que veut dire possible. Elle tremble. L'homme lui propose un verre d'eau. Elle se lève. Demande où est Martin. L'homme la conduit devant la salle de réveil. Elle entre discrètement. Martin bouge ses paupières. Ses yeux s'entr'ouvrent. Elle l'embrasse, caresse son visage, pose un verre d'eau sur la tablette, remonte sa couverture, lui passe la main dans les cheveux. Sacha est mort. Martin referme les yeux. Elle l'enlace. Fragment 2. L'accident. Martin, Lisa, l'urgentiste. Monsieur, vous m'entendez? Sur une échelle de 1 à 10, à combien se situe votre douleur? Sacha? Sacha, c'est votre fils? Oui. Tout va bien, monsieur.
Il a déjà été emmené à l'ambulance. Est-ce que vous pouvez bouger les orteils? Mon fils. On s'occupe de lui. Je vais vous donner un tranquillisant, d'accord? J'ai déjeuné, oui. Vous allez vous sentir mieux maintenant. Il n'a pas mangé sa tartine. Votre fils est pris en charge, monsieur. La voiture noire. Tout va bien à présent. Elle nous a foncé dessus. Martin perd connaissance. Monsieur, vous m'entendez? Son vélo, dans le coffre. Très bien. Je m'appelle Lisa, et vous? Martin. Martin, on va vous extraire du véhicule, d'accord? Oui. Je vais vous demander de garder votre tête bien droite, d'accord? Ma tête. On va ouvrir le toit du véhicule, et vous... Non! Gardez la tête bien droite, monsieur, c'est très important. Ok. Ça va faire beaucoup de bruit, mais c'est tout à fait normal, d'accord? Oui. Je vous demande de ne pas regarder vos jambes. Mes jambes. Oui, ne regardez pas vos jambes. Sacha. Martin, est-ce que vous avez compris? Oui. Je dois appeler Claire. Claire, c'est votre femme? Oui. On la prévient, vous en faites pas. Tout va bien? Oui, tout va bien. On vous aide à sortir de là. Fragment 3. La rencontre. Claire, Martin. Marché aux puces. Place du jeu de balle. Dimanche après-midi. Des verres en cristal. Une tapisserie sur un coussin. Un cadre doré. Une veste en cuir vintage. Elle s'assied en terrasse, son butin à côté d'elle, pas peu fière. Commande un pistolet à l'américain et une soupe du jour. Se recoiffe en regardant son reflet dans la vitre. Un homme en marinière se pointe. Lunettes, mal rasées, cheveux ébouriffés. Une vieille valise à la main. Un petit tapis coloré sous le bras. Un téléphone à cadran dans son sac. La terrasse est bondée. Elle l'observe chercher une place, l'invite à partager sa table. Il accepte, un peu gêné, dépose son bazar. Elle mord à pleines dents dans son pistolet à l'américain. Il commande une salade César et une 33. Elle se demande pourquoi elle s'appelle César, cette salade. Plonge son pistolet dans sa soupe. Montre ses trouvailles. Avoue qu'elle aurait bien acheté un vélo, mais qu'elle est assez chargée comme ça. Il est garé au bout de la place, si jamais il peut la raccompagner. Elle revient avec le vélo. 50 €, la bonne affaire. Il mange sa salade, commande la petite sœur. Avec un morceau de salade entre ses dents. Martin. Claire. Elle parle plus que d'habitude. Le quartier des Marolles, population, ambiance le soir, la forêt de soigne. Il se passe la main dans les cheveux. Elle commande une tarte au citron, un vin blanc. Et un espresso. Poursuivre la discussion. L'amour des vieilles choses, l'histoire des objets, la mémoire. Études d'histoire de l'art, manque de débouchés. Acte Iris, formation en céramique, mi-temps dans une bibliothèque. Son enfance dans les Pyrénées, les chênes, les cèdres et les châtaigniers, la menuiserie, puis l'architecture. Ils partagent l'addition. Ils chargent leur brol dans la voiture. Elle encode son adresse dans l'application Mobilité à Bruxelles. Sa passion pour la ville lumière. Voyage en Bolivie. Phobie des araignées. Course à pied. Natation. Yoga. Opération au genou gauche, il y a 6 ans. Il gare sa voiture devant chez elle. Elle décharge le vélo dans le hall d'entrée, dépose son sac sur les escaliers, propose de ressortir au soleil. Il marche côte à côte vers le parc. Ses parents divorcés, le conflit avec sa sœur, sa mère qui la harcèle pour devenir grand-mère, Sa mère qui fait exactement pareil. la météo, Les dérèglements climatiques. l'épuisement des ressources. La partie immergée de l'iceberg. Titanic. Il s'asseye à une guinguette Il commande une 33. et un vin blanc. Elle allume une cigarette. Les remarques sexistes, l'égalité salariale, Le nombre de féminicides en Belgique. l'homophobie, Le temps de parole des femmes dans les médias. les sujets du JT et de la RTBF. Il grignote une planche apéritive. Elle commande une 33 et un vin blanc. L'humidité leur colle aux os. Les choix de vie. Avoir des enfants.
Une fille et un garçon. Le bonheur de la transmission. L'amour inconditionnel. La responsabilité que c'est. La beauté de l'innocence. Les changements de priorité. Les nuits blanches. Assuré financièrement. Trouver le bon binôme. Il se remet en route. Elle ne veut pas rentrer chez elle. Il prend le volant jusque chez lui, ouvre la porte de son appartement. Elle retire ses baskets blanches à l'entrée. Il boit de l'eau dans un verre à vin. Elle observe sa décoration d'intérieur. Ses meubles en bois, la pureté de l'espace, la vieille radio. Demande si elle fonctionne encore. Bien sûr que non. Il enlève ses lunettes. Se passe la main dans les cheveux, s'asseyant sur le canapé. Un silence. Le premier. Elle le remarque. Le chien du voisin aboie. Le voisin crie pour le faire taire. Il se regarde. Elle l'embrasse. Juste les sensations. Un toucher sensuel. Leur corps qui s'étreignent. Le plaisir. À l'aube, elle ne fait aucun bruit en quittant les draps. Elle sait être d'une discrétion absolue. Comme si elle flottait au-dessus de la matière. Elle enfile ses baskets blanches à l'entrée. Elle écrit sur un petit morceau de papier Claire 0482 4236 58. Il la rappellera. Fragment 4, la ceinture. Lisa est à la cafétéria de l'hôpital où elle travaille. Martin arrive lentement, soutenu par des béquilles. Quand vous êtes arrivé sur les lieux de l'accident, est-ce que Sacha était vivant? Je n'ai décelé aucun signe de vie. Il était déjà mort alors. Je ne suis pas habilitée à constater les décès. Il était vivant ou il était mort? On a tenté de le réanimer en lui faisant un massage cardiaque, mais nous n'avons pas pu déceler de signes de vie. Vous m'avez dit que tout allait bien. Vous étiez en état de choc, grièvement blessé. Vos mots sont vides de sens. Je dois les prononcer, monsieur. C'est mon métier. Il n'a jamais repris son souffle. Il a reçu des massages cardiaques jusqu'à l'hôpital, mais on ne l'a jamais vu reprendre son souffle. J'ai apporté le rapport d'autopsie. Vous pourriez y jeter un œil. Je lis rarement ce genre de rapport. J'ai besoin de savoir s'il a souffert. Nous avons fait tout notre possible, je vous assure. S'il vous plaît. Je n'étais pas à ses côtés dans ces derniers instants. Lisa lit le rapport d'autopsie. Alors? Je ne pense pas qu'il ait souffert. Le premier choc latéral l'a projeté tellement violemment. Cela n'aurait sans doute rien changé s'il avait été attaché. Où avez-vous lu qu'il n'était pas attaché? C'était pas dans le rapport? Il n'avait pas sa ceinture de sécurité quand vous l'avez retrouvé? Je pensais que vous aviez cette information. C'est impossible. Je l'attache tout le temps. Avec ou sans ceinture, ça n'aurait probablement rien changé vu la violence de l'impact. Il avait sa ceinture. J'en suis sûr. Je vérifie toujours. Vous n'êtes pas responsable de l'accident. Lisa, j'ai refusé le règlement à l'amiable proposé par les assurances de la partie adverse. J'ai pris une avocate. Je me suis constitué partie civile pour le procès. Je veux aller au bout maintenant que je m'y suis engagé. Il était attaché. Je l'attache tout le temps. Fragment 5, le couple Claire-Martin. Samedi matin. Elle est allongée sur son lit, nue. Martin est à côté d'elle, nu. Elle regarde l'ancienne carte du monde affichée au mur. Elle lui demande quel pays le fait rêver. C'est ton corps qui me fait rêver. Elle sourit. Elle le trouve de plus en plus beau. Elle, c'est le Pérou, la Tanzanie, le Canada. Martin trouve que c'est vachement loin. Elle tapote sur son clavier d'ordinateur. Lima,
10 500 km. Dodoma, 7 000 km. Ottawa, 5 700 km. Une publicité apparaît sur la droite de l'écran. L'Europe à portée de main. Elle clique sur le lien. Des destinations s'affichent. Porto, Helsinki, Rome, Prague, Berlin, Séville. Martin demande si elle a déjà été à Milan. Elle tapote. Milan, 900 km. La diversité des styles architecturaux, la richesse du patrimoine culturel, la renommée de la mode et du design. Elle n'y est jamais allée. Elle fait défiler des photos du Pérou. Le Machu Picchu, une des 7 merveilles du monde. Le canyon de Colca, un des plus profonds de la planète. Les lignes de Nazca, un des plus grands mystères de notre ère. La cordillère des Andes, la plus longue chaîne de montagnes du globe. Pile, le Pérou. Face, l'Italie. Elle lance la pièce de monnaie dans les airs. Face, ils achètent les billets pour Milan. Ils s'embrassent. Pagaille dans les draps. Fonder une famille, c'est la suite logique. C'est la destinée de toute femme d'être mère. La plus belle chose qui puisse t'arriver dans la vie. Tu vas le regretter si tu n'as pas d'enfant. À Milan, elle déniche un marché aux puces sur les bords du Naviglio Grande. Martin s'extasie devant une commode à tiroir. Elle achète un vase bleuté de Murano, négocie le prix d'un petit cadenas à clé. Dans les rues ensoleillées, Martin joue le guide touristique. La cathédrale gothique del Duomo, la galerie néoclassique Vittorio Emanuele II, l'église Renaissance Santa Maria delle Grazie. Elle a pris 2 entrées à la Pinacoteca di Brera. Les grands peintres italiens, elle adore ça. Elle se demande combien de femmes peignaient à cette époque. Ils boivent du mauvais vin dans un resto du centre-ville. Ils fument une cigarette au bord d'une fontaine. Les cloches des églises retentissent. Elle accroche le cadenas au bord de la fontaine. Dans 10 ans, on reviendra voir s'il est toujours là. Martin trouve ça cliché, mais romantique. Elle retire ses sandales, plonge les pieds dans l'eau. C'est froid. Elle rit. Elle a un peu trop bu. Elle éclabousse Martin. Il la rejoint au milieu des jets d'eau. Elle dépose la petite clé entre ses mains. Ils se regardent. Un silence. Elle murmure. Bientôt, on aura celle de notre maison. Martin referme les mains sur la petite clé. Elle se pend à son cou, abandonne son poids dans ses bras. Il la soulève. Il tombe à la renverse dans l'eau. À partir de 30 ans, la fertilité diminue. Si tu réfléchis, tu n'en feras jamais. Ça va s'imposer à toi de manière naturelle. Tu verras, c'est que du bonheur. Toutes les femmes ont l'instinct maternel. Elle déballe les verres à vin du papier bulle. Martin monte le sommier avec Seb, son meilleur ami. Alizé branche la machine à laver. Jonas assemble la bibliothèque. Elle s'assoit sur le canapé flambant neuf. Martin sort un bac de bière. Il transpire, il pue. Elle trouve ça excitant. Il y a quelques travaux à prévoir. Poncer l'escalier, rénover la salle de bain, détapisser les chambres. Elle se demande dans quelle couleur peindre les murs. Martin veut planter des légumes dans le jardin et installer une serre. Seb dit qu'il viendra l'aider. Elle propose d'ajouter un poulailler. Martin adore les omelettes à la ciboulette. Alizé demande ce qu'ils vont faire des autres chambres. À ton avis, balance Martin. Ils éclatent de rire. Fragment 6, la déclaration. Martin, Lisa l'urgentiste. Martin attend Lisa à la sortie de l'hôpital où elle travaille.
Qu'est-ce que vous faites là? Je dois vous parler. Je vous ai déjà dit tout ce que je savais. Attendez, s'il vous plaît. Écoutez, je suis désolée de ce qui vous est arrivé, mais Un témoin aurait pu le détacher avant que vous n'arriviez. il aurait fait une déclaration à la police. Peut-être qu'il a été pris de panique et... À ma connaissance, il n'y avait personne. Les fonctionnaires de police sont arrivés avant vous, non? Ils ne touchent jamais aux blessés graves, c'est trop dangereux. Vous n'étiez pas seul dans l'équipe de secours. Martin, vous n'êtes pas responsable de l'accident. Je sais. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pourriez être convoqué par le tribunal pour témoigner. Je dirai ce que je sais. Vous m'aviez dit que vous m'aideriez. C'est ce que je fais. Pas vraiment. Vous me demandez de faire une fausse déclaration? Vous avez des enfants? C'est contre mes principes. Quel âge ont-ils? Je dois vous laisser, Martin. Répondez-moi au moins. Ne revenez plus ici. Réfléchissez. Cela aurait pu arriver à votre famille. Fragment 7, la grossesse, Claire Bartin. Elle regarde Martin assis devant le miroir de la salle de bain. Il porte une robe bouffante, rose à paillettes. Elle étale l'ombre à paupières sur ses yeux fermés, passe un trait d'eyeliner sur ses paupières, applique le mascara sur ses cils, étale le fard à joues sur ses pommettes, appose du rouge vif sur ses lèvres, pose du vernis fuchsia sur ses ongles, fixe un diadème dans ses cheveux. Martin cligne des yeux en pinçant les lèvres. Il se lève et fait tourner sa robe dans les airs. Elle lui prête des chaussures à talons. Les pieds de Martin dépassent. Elle rit. Elle le trouve de plus en plus surprenant. C'est l'accomplissement de toute femme d'être mère. On n'est jamais totalement prête. Faut juste se lancer. Ne te pose pas trop de questions. Tu vas ressentir l'amour inconditionnel. C'est l'expérience la plus intense d'une vie. Ils arrivent chez Jonas et Alizé. Eva, leur petite fille de 4 ans, adore les princesses. C'est son anniversaire aujourd'hui. Martin est son parrain et voulait lui faire une surprise. En ouvrant la porte, Eva ne l'a pas reconnue tout de suite. Jonas et Alizé non plus d'ailleurs. Martin entre en se déhanchant. Eva est surexcitée. Martin lui demande si elle veut aussi être une princesse. Eva crie de joie. Martin lui tend un paquet cadeau. Eva déchire l'emballage et enfile la robe au-dessus de ses vêtements. Martin demande comment la princesse s'appelle. Eva n'a pas d'idée. Il répond Fiona en transformant sa voix. Eva acquiesce en riant. Jonas sert des coupes de champagne. Elle inspire et expire lentement. Se demande si elle va boire son verre. Mais elle le boit. Elle observe Martin qui court derrière Eva, comme si elle le découvrait pour la première fois. Je suis enceinte. Il y a un blanc. Tout le monde la regarde. Alizé crie « Félicitations !» Martin l'enlace, un peu sonné derrière son maquillage. L'embrasse avec son rouge à lèvres qui bave. Jonas resserre le champagne. Martin vide sa coupe d'une traite. Alizé sort fumer sur le balcon. Elle a terriblement envie d'une clope, mais n'ose pas demander. Déjà qu'elle a bu de l'alcool, faudrait pas cumuler les vices. Il chante « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire !» Eva souffle ses 4 bougies. Il mange le gâteau au chocolat. En sortant, Martin demande pourquoi elle ne lui a pas dit plus tôt. Elle attendait le bon moment. Il lui demande comment elle se sent. Elle est heureuse. Lui aussi. Il l'embrasse. Une fois chez eux, Juste les sensations. le plaisir. Leur corps qui s'étreignent. Des paillettes plein le lit. Tu préfères une fille ou un garçon? Tu as déjà fait la toxo? Tu n'es pas trop fatigué?
Tu prends des vitamines au moins? Tu n'as pas trop de nausées? Tu as déjà des prénoms? Tu penses à qui pour la marraine? Il programme les rendez-vous médicaux, rénove complètement la salle de bain, repeigne les chambres. Martin fixe les étagères au mur. Il suggère qu'elle se sépare de quelques vieilleries. Elle n'en a aucune envie. Elle dit qu'elle fera ça plus tard. Ils cherchent déjà une place en crèche, se renseignent sur les vaccins, achètent tout ce qu'ils peuvent en seconde main. Maxi-cosy, table à langer, porte-bébé, s'amusent en regardant des tutos en ligne. Vivez sereinement l'accouchement. Apprenez à donner le bain. La césarienne, on en parle. Soulager le reflux gastrique. Reconnaissez les pleurs de bébé. L'allaitement, un jeu d'enfant. Martin propose des prénoms à longueur de journée. Théo, Lucas, Lucien, Arthur, Elliot, Sacha, Noah, Brandon, Tristan, Gaston. Sacha est revenu plusieurs fois. Ils se sont arrêtés sur ce choix, le préféré de Martin. Tu ne vas pas allaiter? Et les anticorps, alors? Tu as déjà trouvé une crèche? Tu as pris combien de kilos? Attention au diabète de grossesse. Et attention à la rétention d'eau. Tu as l'air un peu très stressé, non? Tu penses à qui pour le parrain? Tu vas accoucher comment? Le 14 avril, elle a cru qu'elle n'y arriverait jamais. Elle a essayé de tenir sans péridurale, mais elle a changé d'avis en cours de route. Dilatation, expulsion, épisiotomie, délivrance, son corps qui se fend en deux. On appelle ça délivrance. Le placenta n'est pas sorti, le gynéco a dû aller le chercher. C'est immense un placenta, bordel. Un cordon ombilical aussi. Interminable, tout ce sang, ces substances, ces odeurs. À 23h48, Sacha est dans ses bras pour la première fois. Elle regarde ses ongles au bout de ses minuscules doigts, ses cheveux si fins sur son crâne. Elle est mère. Où donc est cet amour inconditionnel? Cette osmose charnelle du premier peau à peau? Cette fusion instantanée dont on lui a tant parlé? Il pleure trop souvent, non? Il ne mange pas beaucoup. Il est allaité? Il fait du reflux? Il pèse combien de kilos? Il dort bien? Il n'a pas trop chaud? Il est vacciné. Il a passé son test auditif? Et sa prise de sang, ça a donné quoi? Il faut le mettre au lit, non? Tu as perdu des cheveux? Tu n'as pas encore retrouvé ton poids? Et tes varices, alors? Fragment 8. Le rangement. Martin Clair. Tu vas d'abord ranger l'étagère des chaussures dans l'entrée. Puis, tu as monté ses manteaux, son écharpe et ses gants dans la garde-robe. Tu as mis sa caisse à jouets en dessous du bureau. Tu as enlevé ses pâtes à sel du buffet. Tu as changé l'orientation de la table de la salle à manger. Tu as débarrassé sa brosse à dents de l'évier de la salle de bain. Jusque-là, je ne disais rien. C'était des petites choses et il fallait les faire. Puis, tu as rangé le petit train et son livre Arsouille la grenouille dans la chambre. Ça, c'était trop tôt. Laisse-moi encore du temps, Claire. J'ai encore besoin de sentir son odeur dans ses vêtements. De lire Arsouille la grenouille au milieu de la nuit quand je ne dors plus. De voir le petit train traîner sur le parquet de sa chambre.
N'enlève pas le râteau du bac à sable. Laisse son vélo dans le jardin encore un moment. Je regarde les annonces pour déménager. Est-ce que tu cherches pour nous? Pour toi? Rappelle-toi du coup de cœur qu'on a eu pour cette maison. Souviens-toi du temps qu'on y a investi. Cette nouvelle coupe de Vassilien. Fragment 9, Sacha Claire. Sacha hurle depuis 40 minutes. Il hurle à la mort. Un si petit corps et des cris si assourdissants. Elle n'en revient pas. Il a mangé, il a changé. Il n'a ni trop chaud ni trop froid. Pas de température. Elle cherche, fait les 100 pas dans la maison. Le place en écharpe contre elle, chante une chanson. Le borde, le replace sur le ventre, lui parle en l'embrassant, lui donne un bain chaud, inspecte son petit corps à l'affût de ce qui aurait pu lui échapper. Martin est retourné au boulot. Son congé de paternité est déjà fini. Perte de sang, contraction de son utérus, fuite urinaire, douleur périnéale quand elle s'assied, c'est insoutenable. La cicatrice de son autre jambe la brûle toujours. Cette sensation d'être fendue en deux ne disparaît pas. Gynécologue, sage-femme, pédiatre, sein engorgé, succion permanente, irritation, inflammation, mamelon crevassé. Elle a mal, bordel! Elle se vide d'elle-même. Elle arrête l'allaitement. Elle se demande pourquoi elle culpabilise. Micro-kiné, ostéopathe, kiné postnatal, rééduquer son périnée, tonifier sa ceinture abdominale, récupérer sa posture lombaire, éviter à tout prix la descente d'organes, surveiller les pertes de sang, contrôler l'état général psychologique, prendre des vitamines, des vitamines, des médicaments si ça n'allait pas mieux. Comment retrouver la sensation que son corps lui appartient? Elle se demande pourquoi personne ne l'a prévenue. Elle voudrait juste dormir, juste une nuit complète, au moins une grasse matinée. Elle se demande si ça lui arrivera encore. Y penser lui fout une boule au ventre. Sacha arrête d'hurler. Elle fond en larmes. C'est la chute d'hormones. Rien de grave. Le postpartum, c'est ça, ma belle. Prends ton mal en patience. Le baby blues ne dure jamais longtemps. Tout va se mettre en place. Tu dois arrêter de te mettre la pression. C'est le plus beau rôle de ta vie. À quand le petit deuxième? À quand le petit deuxième? À quand le petit deuxième? Comment le petit deuxième? Fragment 10, l'interruption, Martin, Christine, la médecin. Ah! Monsieur Deneyer. Bientôt les 20 km de Bruxelles. Entrez. J'ai reçu vos résultats. Ça évolue, regardez. Là, c'est votre ménisque. La broche est ici. On voit encore le trauma et la fracture du tibia ici. Mais attendez. Voilà où on en était. Pour la suite, c'est simple, on continue. Essayez de lâcher vos béquilles de temps en temps. Vos séances de kiné se passent bien? Je les ai annulés. Comment ça? J'arrête, c'est tout. Il y a un problème avec la kiné?
Je peux vous en adresser une autre. Pas la peine. Monsieur de Neyer, ces séances sont cruciales pour votre récupération. Vos résultats sont sur le bon chemin, il faut être patient, comme je vous l'ai déjà dit. La première audience du procès est fixée dans le calendrier. Mon avocate m'a conseillé de ne pas être en pleine forme. La juge pourrait être plus sensible si je suis encore en état de faiblesse. Et donc, vous voulez? Interrompre le traitement. Vous ne pouvez pas faire ça. Je le reprendrai après le procès. D'ici là, votre corps aura mis en place des mécanismes de compensation irréversibles. J'en prends la responsabilité. Ce n'est pas comme cela que ça marche. Monsieur de Neyer, il n'y a aucune raison d'arrêter. Je ne fais pas faire semblant tout de même. Et pourquoi pas? Prenez vos béquilles au tribunal, même si vous pouvez marcher, mais ne lâchez pas le traitement. J'ai confiance en mon avocate. Bon. Je continue à vous prescrire vos médicaments, vos séances de kiné, votre radio, vos radios de contrôle. Suivront pas mes recommandations. Reste votre choix. Vous pouvez me faire une ordonnance pour mes somnifères? Je la fais en double pour votre femme, comme d'habitude? Non. Elle n'en a plus besoin. Fragment 11, le poulet. Claire. Elle doit envoyer son dossier ce soir. Son projet de cycle de conférences pour la bibliothèque. Les autrices invisibilisées de l'histoire. Ça lui tient tellement à cœur. Son boss lui a fait confiance pour une fois. Ne pas le décevoir. Ne pas se décevoir non plus. Elle n'arrive plus à se concentrer. Elle aurait dû terminer ce dossier au bureau, mais il fallait aller chercher Sacha à la crèche. Sacha babille en jouant avec son petit train. Il rampe comme un escargot. Il se débrouille bien, presque à quatre pattes. Elle a mis des mousses sur les coins de la table basse, placé des caches sur les prises électriques, renforcé la barrière de l'escalier, sécurisé les fermetures de portes, banni les verres en verre. Elle est paniquée qu'il lui arrive quelque chose, qu'il tombe, qu'il se noie, qu'il se brûle, qu'il ne se réveille pas, qu'il attrape une maladie. Elle n'a jamais été si anxieuse. Elle s'allonge sur le tapis avec Sacha. Elle mordit ses petits pieds. Sacha rit. Elle le soulève au-dessus de sa tête, le couvre de baisers. Martha rentre du boulot, embrasse Sacha, ouvre le frigo, décapsule une 33, range le plan de travail, déballe les courses. Poudre à lessiver, couche, papier toilette, carottes, poulet, oignons, yaourt. Il met de l'eau à bouillir, épluche les carottes, découpe les oignons avec un couteau aiguisé. Elle va donner le bain à Sacha. L'habille avec son pyjama tigre, pousse un rugissement en l'admirant. Fuite urinaire. Il se regarde dans le miroir. Sa silhouette a changé. Son bas-ventre, sa poitrine, ses cuisses. Elle se demande depuis combien de temps elle n'a plus été nager. La tête de Sacha sur le plancher de la salle de bain. Moment de suspension. Elle se fige devant le miroir. Sacha se met à pleurer. Elle ne bouge toujours pas. Les poches sous ses yeux sont gonflées. Sacha hurle. Elle détourne son regard du miroir. Prend Sacha dans ses bras, applique une compresse froide sur son front. Martin déboule dans la salle de bain, maintient la compresse sur la bosse de Sacha. Elle lui chante une chanson, lui passe la main dans les cheveux, l'embrasse. Sacha se calme. Martin va le mettre au lit. Elle retourne dans la cuisine. Le poulet mijote dans la casserole en fonte rouge. Des pommes de terre tremblent dans l'eau bouillante. De la buée recouvre les carreaux. Elle soulève le couvercle de la casserole du poulet, hume la fumée odorante qui s'en échappe, pique sans ménagement la chair du poulet pour le retourner, referme le couvercle, dispose les assiettes sur les sets de table, place le couteau à droite et la fourchette à gauche, aligne parfaitement les verres, se replante devant son ordinateur, terminer cette conclusion.
Le planning provisoire, la liste des intervenantes, le budget de l'événement. Elle ne sait pas par quoi commencer. Bouffée d'angoisse. L'aile ou la cuisse? Demande Martin, en déposant le poulet à table. Elle grignote en tapotant sur son clavier. Martin dévore sa cuisse de poulet. Elle dit qu'elle fera la vaisselle demain. Martin s'installe devant la télé. Elle se prépare une tisane. Inspire et expire lentement. Rédige un mail pour demander un délai supplémentaire. Pense à faire l'amour avec Martin. S'endort à côté des os du poulet. Fragment 12, la procédure 1, Martin, Julie, l'avocate. Votre femme n'est pas avec vous? Elle n'a pas pu venir finalement. J'ai eu accès au PV des fonctionnaires de police présents sur les lieux de l'accident. Il est stipulé que Sacha ne portait pas de ceinture de sécurité. C'est impossible. Je l'ai attachée, j'en suis certain. L'expert automobile n'a pas décelé d'anomalies techniques à la ceinture en elle-même. Je ne comprends pas. Votre fils se serait détaché tout seul avant l'accident? L'alarme et le voyant sur le tableau de bord se seraient enclenchés. J'aurais tout de suite réagi. Ce sont des gestes automatiques qu'on fait et qu'on refait machinalement. Peut-être que ce matin-là... Je l'ai attaché. Ce n'est plus pour mon fils que c'est important. C'est pour moi. Bien. On va se concentrer sur l'audience du 24. Il est fort probable que l'avocat de la partie adverse demande un report. Pourquoi? Pour mieux préparer sa défense. C'est courant, vous savez. Quand serons-nous? Le jour de l'audience. Ce sera reporté dans combien de temps? Au minimum quelques mois. Quelques mois? Si d'autres reports sont demandés, l'ensemble de la procédure pourra aller jusqu'à 2 ans. J'ai tous les éléments en ma possession pour plaider, les PV d'audition, vos rapports médicaux, l'autopsie, les rapports d'assurance, les conclusions. La partie adverse va plaider l'homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution sans intention d'attenter à la personne d'autrui. Ce qu'il me manque à présent, ce sont des éléments de votre vie privée. Comment était votre vie de famille? Quels projets aviez-vous? Quels parents étiez-vous? Je vais y réfléchir. Concernant votre femme, il faudrait qu'elle se constitue aussi partie civile et qu'elle prenne un avocat. Sans cela, le juge ne lui accordera pas la parole à l'audience. Son intervention pourra faire toute la différence. Dans les esprits, un enfant est toujours davantage rattaché à sa mère qu'à son père. Je la convaincrai. Très bien. Nous allons devoir clôturer. Le 24, vous allez vous retrouver face au conducteur de l'autre véhicule. Cette confrontation peut être douloureuse. Ça ira. Beaucoup de mes clients s'effondrent en entrant dans la salle. Ne vous inquiétez pas. L'issue ne sera peut-être pas celle que vous attendez. On est rarement totalement satisfait d'un prononcé. Je veux juste dormir tranquille. Et entendre que Sacha était attaché. Fragment 13, l'invitation, Claire. Samedi soir. Un couple d'amis à dîner avec leurs 2 filles, Lola et Margot. Pas le temps de se maquiller, tant pis. Mousseux, tomates cerises, olives feta, carottes maillot, fromage moutarde. Pas le temps d'étendre le linge. Ensuite, merguez, brochettes, saucisses, côte d'agneau, vin rouge, patates, salade verte ou gazeuse. À chaque fois, c'est pareil. Le créneau pour rigoler, c'est le samedi soir. Quand les amis sont là, entre 19h et minuit. Tellement longtemps qu'ils n'ont plus vu Julien et Agathe. Boulot, jardin, travaux, enfants. Elle se demande ce que veut dire enfant. Organisation, vacances, éducation. Elle repense à sa vie d'avant, avant d'être une mère. Sacha demande s'il peut avoir un jus de fruits. Elle fait mine de ne pas entendre. Sacha demande s'il peut avoir un jus de fruits. Elle lui sert un jus de fruits sans regarder le verre. Le jus dégouline sur la nappe fleurie. Sacha crie. Elle se reprend. Consommation, écologie, finance. Sacha ne veut pas partager ses jouets. Elle sent que ça va dégénérer. Pense déjà à demain. Natation pour Sacha à 9h, le caser ensuite quelque part. Elle ne trouvera pas de babysit. Pas le temps maintenant de chercher de babysit. Ouvrir le courrier, payer les factures, lire les communications de l'école dans le cartable, féliciter Élise pour la naissance de Lucie,
répondre à Marc pour l'invitation à son anniversaire. Sacha frappe Margot avec son Spider-Man. Margot se met à pleurer en courant vers sa mère. Elle devrait gronder Sacha et le punir. Elle regarde la tache de jus sur la nappe fleurie. Elle se demande quelle est cette variété de fleurs. Martin explique à Sacha qu'on ne peut pas frapper. Soudain, elle se lève et propose de jouer à cache-cache. Sacha saute dans tous les sens d'excitation. C'est lui qui compte. Margot sourit. 3, 2, 1, c'est parti. Elle monte dans la salle de bain, ferme la porte à clé, se couche dans la baignoire. Elle inspire et expire lentement. Elle imagine le lac Saint-Jean, le lac Titicaca, le lac Tanganyika, qu'elle ne verra sans doute jamais. Fragment 14, le rayonnement. Martin Clair. Ta parole aura plus de valeur que la mienne au procès. L'avocate me l'a répété plusieurs fois. Et ça peut faire toute la différence. S'il te plaît, pourquoi tu refuses de te battre? Je ne te demande pas de faire ça pour moi, ni pour nous, mais pour Sacha. Je voudrais t'entendre raconter ce qu'il était. Qui il était. Ce qu'il aimait. Les projections que tu avais avec lui, celles que nous avions ensemble. Le vide, le manque et la douleur que tu ressens en son absence. Il faut pas bien que quelqu'un l'entende, non? Pourquoi tu ne dis rien? Cela ne t'intéresse pas de savoir si j'ai bouclé cette ceinture? Non. Puisque tu ne m'as jamais posé la question. Tu continues à ranger ses affaires. Tu en as jeté quelques-unes. Tu crois que je ne l'ai pas vu? J'ai l'impression que tu t'accommodes de son absence. Ton silence me tue. Tu es belle, Claire. Tu rayonnes. Fragment 15, la fuite Claire. Une semaine de congé, de Sacha, de Martin, du boulot. Paris, 300 km, seul. Martin n'était pas enthousiaste. Les vacances, pour lui, c'est en famille. Il avait finalement accepté. Elle a fait son programme. Gerhard Richter à Beaubourg, Rigoletto à l'Opéra Bastille, une table à la Coupole, les vitraux de la Sainte-Chapelle, un créneau au Louvre, évidemment. Elle est devant une toile de Carle Van Loo, intriguée. Elle tape 919 sur son audioguide, s'assied sur le parquet, écoute. Troie est en feu. Aîné porte son père Anchise pour le sauver des flammes. Son fils Ascagne est agrippé à son vêtement, désespéré. Sa femme Créeuse les regarde prendre la fuite en confiant à Anchise une statuette représentant les Pénates, dieu protecteur de la famille et du foyer. Créeuse donne l'impression de s'en débarrasser. Elle se fond dans le regard de Créeuse pendant les longues minutes. À la boutique, elle achète la reproduction de la toile. Elle ne sait pas ce qu'elle en fera. Ses bottes à talons claquent rue de Sévigné. Sa robe de velours décolletée dessine sa silhouette. Son trench lui donne l'allure d'un mannequin de magazine. Elle inspire et expire lentement. Elle s'est maquillée, coiffée, trop parfumée. Regarde son reflet dans les vitrines. Se trouve belle, éclatante pour une fois, sans le désir des hommes se poser sur elle.
Elle suit l'un d'entre eux au hasard, marche juste derrière lui. Elle pourrait l'inviter à sa table ce soir. Elle pourrait boire, danser, fumer, baiser avec lui, ne plus jamais rentrer chez elle, gravir avec lui le sommet du Kilimandjaro, écouter à ses côtés le grondement des chutes du Niagara. L'homme entre dans une boutique, elle entre aussi, regarde les articles, perd l'homme de vue dans les rayons, achète un xylophone pour Sacha, sort de la boutique. Hôtel basique dans le 20e. Elle est couchée sur son lit, regarde le plafond, entend le couple de la 502 qui fait l'amour, allume la télé, fume une cigarette à la fenêtre, hausse le volume au maximum, crie dans son oreiller, regarde des niaiseries jusqu'à minuit, consulte son smartphone. 5 appels manqués de Martin. Elle se demande si Créuse est resté volontairement dans l'incendie de Troyes. Tout va bien, mes amours. Paris est fantastique. Je vous aime. Fragment 16, la procédure 2, Martin, Julie, l'avocate. Ma femme ne se joindra pas à la partie civile pour le procès. Vous avez encore un peu de temps pour la convaincre. C'est inutile. Nous avons la possibilité de demander un report à l'audience du 24, mais il faudra compter 3 mois minimum. Ce ne sera pas nécessaire. Comme vous voulez. J'ai analysé les conclusions de l'expert. Je demanderai dans ma plaidoirie un dédommagement de 60 000 € pour les préjudices moraux et corporels subis. J'espère obtenir au minimum 20 000 € à l'issue du jugement. Vous les sortez d'où ces montants? Il y a des tableaux de référence pour tout cela. Les montants varient en fonction des différents éléments, l'état de santé de la victime, son âge, s'il a eu le temps de se rendre compte qu'il était en danger, si vous l'avez vu souffrir sans pouvoir lui porter secours. L'expert fixe un pourcentage d'incapacité que l'accident et le décès ont entraîné. Je me charge de transformer cela en chiffres. Vous fixez le prix de la mort. Des préjudices que la mort ont entraînés. Bien sûr, c'est une échelle de valeur. Et il vaut mieux surévaluer ici, puisque un élément ne va pas dans notre sens. L'argent ne m'intéresse pas, vous savez. Je sais. Comme je vous l'ai dit, la partie adverse ne manquera pas d'appuyer le fait que la ceinture de la victime n'était pas bouclée. Aucun élément tangible n'est présent dans le dossier pour prouver le contraire. Ce jour-là, c'est vous qui allez plaider, pas moi. La voix du client sera toujours la plus convaincante auprès du juge. Vous avez pensé aux éléments dont je vous avais parlé? Dites-moi ce que vous avez besoin que je dise. J'ai besoin que vous soyez vous-même. Je ne serai plus jamais moi-même. Vous devriez noter ce genre de phrase. Vous pourriez en trouver d'autres, un peu moins banales, je veux dire, moins attendues. Cette juge a déjà vu passer énormément d'affaires. Son absence est la pire des condamnations. Il est mort, mais il n'arrêtera jamais d'exister. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Est-ce que je suis encore un père aujourd'hui? Ce sont des considérations philosophiques. Il vaut mieux rester dans le concret. Un père désenfanté. Appuyez les détails. C'est ce qui rend l'histoire authentique. Son rire avec Arsouille la grenouille. Ses inventions avec le petit train sur le parquet. Son odeur de caramel au beurre salé. Son vélo, toujours dans le coffre de la voiture. Son râteau dans le bac à sable. C'est exactement ce qu'il nous faut pour l'état émotionnel. Je dois y aller. Très bien. Prenez soin de vous d'ici l'audience. Ma femme a sûrement raison de ne pas venir. Fragment 17, les ricochets. Claire, Martin. Elle a loué un petit chalet en bois à l'entrée du parc naturel des Vosges. Bonne idée, lui avait dit Martin. Pique-niquer, marcher, rouler à vélo, se reposer. Rien de plus. L'après-midi,
il décide d'explorer les environs. Elle prend une des cartes géographiques qui traînent dans l'armoire. Bottines, casquette, crème solaire, gourde, biscuits, téléphone portable. Il faut suivre les carrés rouges. Sacha crie dès qu'il voit une balise. Martin le félicite. Le sentier est agréable. Il longe une rivière. Sacha veut mettre les pieds dans l'eau. Elle est glaciale. Sacha empile des pierres et des morceaux de bois pour construire un barrage. Elle ramasse aussi des pierres pour agrandir l'ouvrage. Elle trouve des pierres toutes plates dans le lit de la rivière. Essaye de faire des ricochets dans l'eau. Sacha demande ce qu'elle fait. Martin lui explique. Sacha renforce son barrage avec des pommes de pin. Elle essaye de plus en plus frénétiquement. Elle y arrivait si facilement avant. Maintenant, elle ne fait plus que jeter des pierres dans l'eau. Elle regarde se dessiner de grands cercles à la surface. Choisit des pierres de plus en plus lourdes. Les jette pour entendre le plus gros plouf possible. Regarde fixement le crâne de Sacha. J'évalue la distance entre la pierre dans sa main et le crâne de Sacha. Me demande s'il vaut mieux frapper à l'arrière du crâne pour qu'il tombe en avant ou à l'avant pour qu'il tombe en arrière. La double fracture est-elle possible? L'impact fait un bruit sourd. Sacha tombe dans l'eau glacée. Le sang jaillit abondamment de sa tête. Le courant de la rivière le dilue et l'emporte lentement. Martin se jette sur Sacha pour le sortir de l'eau. Il fonce vers le téléphone portable. Dans cette zone, le réseau téléphonique est très mauvais. Le temps que les secours arrivent, Sacha meurt en quelques instants sans trop souffrir. Sacha demande s'il peut avoir un biscuit. Elle inspire et expire lentement. Elle dépose la lourde pierre qu'elle a entre les mains. S'assied au bord de l'eau. Ouvre le paquet de petits beurres au chocolat. Sacha croque son biscuit. Elle en mange un aussi. Lui passe la main dans les cheveux. Lui sourit en lui demandant un bisou. Sacha l'embrasse avec sa bouche pleine de chocolat. Elle le serre dans ses bras. Fragment 18, l'abandon, Martin Clair. Exposer ma douleur, étaler ma tristesse, dévoiler notre intime, défendre, prouver, démontrer, expertiser, argumenter, contre-expertise, répondre de, répondre à. La partie adverse a demandé un report d'audience. L'avocate m'avait prévenu. La prochaine est fixée dans 4 mois. J'abandonne. Je n'entendrai pas que Sacha était attaché. Tu as vu? Dans le jardin. J'ai retiré son vélo. Le pommier bourgeonne déjà. Il attire les mésanges. Je vais m'occuper du potager. Nous n'avons pas vécu la même histoire depuis la naissance de Sacha. Ce n'est pas une question d'amour. Je ne t'en veux pas, tu sais. Je m'en veux de n'avoir rien vu. De ne pas avoir vu quelque chose qu'il m'était impossible d'envisager. Je voulais un autre enfant avec toi, Claire. Je n'ai jamais osé te le dire. J'ai fait du mieux que j'ai pu.
Sacha a été un petit garçon heureux et aimé. J'en suis sûr. Elle s'approche de lui. Ils s'enlacent dans une étreinte intense et douce. Ils respirent ensemble. Ils s'embrassent. Elle s'éloigne. Au revoir, Claire. Elle sort. Fragment 19, Créuse. Claire. Claire est dans son nouvel appartement. La reproduction du tableau de Carle Van Loo, aîné portant Auschwitz, est affichée au mur. Je me regarde dans le miroir. J'inspire et j'expire lentement. Elle inspire et expire lentement. J'ouvre la porte-fenêtre. Je sens l'air frais sur ma peau, la chaleur du soleil. La vue est dégagée. La lune dans la clarté du jour. Et elle inspire et expire pleinement. Je regarde Créuse. Je me demande si elle va sortir des flammes. Clair, obscur. Mouvement dans les étoffes. Enchevêtrement des corps. Mains qui agrippent. Muscles qui se contractent. Les os qui s'entrechoquent. Lumière étincelante.